ce que nous dit la science, c'est qu'effectivement, on a maintenant aujourd'hui des options disponibles pour agir face au changement climatique dans l'ensemble des secteurs et qui touche à la fois à l'offre du service énergétique, à la demande, et qui en tout cas, si on en examine le potentiel tel qu'il est regardé par la littérature, et qu'on met cet ensemble bout à bout, on a finalement des options de réduction d'émissions qui, mises ensemble, sont susceptibles de réduire les émissions de près de moitié d'ici 2030, donc qui est cohérent avec un objectif, y compris à 1,5 degré, à des coûts limités. Donc, coût limité ici, c'est $100 la tonne de CO2. Voilà. Alors, il y a énormément, et la figure qui est ici est une figure tirée du dernier rapport du GIEC, de son résumé pour décideurs, qui montre ce potentiel, disons grande catégorie de mesures par grande catégorie de mesures, avec à la fois les potentiels de réduction d'émissions d'ici à 2030 et les coûts potentiellement associés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette figure, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais c'est simplement pour dire que c'est le message. Voilà, c'est pas on a toute une série d'outils qui nous permettent de réduire à l'échelle globale les émissions. Et en même temps, donc on voit effectivement de l'action qui est mise en œuvre dans à peu près partout dans le monde maintenant. Donc c'est pas comme si rien ne se passait, loin de là. Néanmoins, et c'est là où on a quand même on bute quand même sur quelque chose, c'est que il reste un écart très fort entre ce que l'on fait. Ensuite, ce que l'on fait, ce que l'on annonce que l'on va faire, donc il y a un gap de mise en œuvre, et puis entre même ce que l'on annonce que l'on va faire et ce qu'il faudrait faire, en tout cas ce que la science nous dit qu'il faudrait faire pour rester en deçà des 2 degrés, qui est l'objectif collectif de l'accord de Paris, et a fortiori pour rester en deçà du 1,5. Donc ce que vous avez ici, c'est un graphe qui a maintenant 2 ans, donc qui lui aussi est tiré du rapport du GIEC, mais les derniers chiffres malheureusement ne modifient pas significativement le message. Donc en haut, vous avez le faisceau de courbe en rouge, c'est l'ensemble des émissions du mondial, telles qu'on peut les envisager si on regarde seulement les politiques et mesures disponibles aujourd'hui. Les faisceaux verts et bleus qui sont en bas correspondent respectivement donc aux faisceaux d'émissions, trajectoires d'émissions permettant de rejoindre, alors à coût minimum, donc en minimisant les coûts selon l'ensemble des modèles qui ont tourné dans la littérature, le 2 degrés, le vert, le 1,5, le bleu. Et puis ce que vous voyez en mauve, c'est donc la courbe un peu qui descend mais très très légèrement. Et bien ça correspond aux engagements qui sont pris par les États dans le cadre de l'accord de Paris par les contributions nationales déterminées, les nationally determined contributions. Donc vous voyez qu'en 2030, qui est la barre verticale, eh bien il y a effectivement un effort par rapport à, donc ça représente un départ par rapport, y compris par rapport aux politiques et mesures en place aujourd'hui, mais néanmoins cet effort en 2030, tel qu'il est annoncé, est limité par rapport à ce qu'on sait qu'il faudrait faire pour tenir le 1,5 ou même le 2 degrés. Donc c'est vraiment là, c'est dans cet écart-là explorer cet écart, comprendre quelles en sont les causes et comment le surmonter, qui est, je pense, l'agenda de recherche dans la question de recherche générale sur le changement climatique. Alors, hop. Donc, là, je voudrais essayer de dire 2 choses sur cet écart. D'abord, dire quelques mots sur le discours sur les barrières, sur les barrières à l'action pour l'atténuation. En dire aussi décaler un petit peu la focale et en faisant écho à ce que M. Sakai a dit autour du fait que les sociétés ont d'autres objectifs et pas seulement l'objectif climatique, et donc de regarder comment, en complément de l'accélération de l'atténuation, on peut avoir aussi des choses à regarder du côté de la réorientation des chemins de développement, et puis terminer par des éléments d'agenda de recherche. Alors,
je suis désolé, c'est un petit peu, c'est un peu dense, mais en même temps, ce transparent, il est aussi, je pense, assez représentatif de ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un lecteur qui prendra le rapport du GIEC et qui dit, ah bah ok, où sont les barrières, c'est quoi les barrières à l'atténuation, et qu'est-ce qu'il faut faire pour les surmonter. Donc j'ai essayé, alors c'est une zoologie qui est discutable, hein, on pourra, mais d'essayer de les classer un petit peu, de voir un peu quels sont les discours, et derrière ces discours, c'est pas juste, enfin il y a énormément de travaux de recherche, etc., autour justement de ces différentes barrières. Donc si je les prends, je vais passer un tout petit peu de temps dessus. On a d'abord des choses autour de l'économie, les barrières économiques. Les coûts d'atténuation, réduire les émissions, ça coûte trop cher, en le sens que les biens et services peu intensifs en carbone sont plus chers par rapport à ceux qui le sont moins. Donc la réponse, et à chaque fois en italique, j'ai essayé de mettre le type de réponse qui allait derrière. Il faut des politiques d'innovation pour aller réduire ces coûts. Oui, mais ça vient d'être rappelé. On a aussi, c'est aussi trop cher au sens que parce qu'on n'a pas les bons signaux prix, parce qu'en fait les alternatives elles-mêmes ne sont pas valorisées, alors ne tiennent pas compte de l'ensemble des coûts sociaux des émissions. Et donc il est important, ça vient d'être rappelé, de donner un prix à cette externalité, donc rétablir une vérité des prix permettant des choix qui soient et des arbitrages qui soient corrects du point de vue du coût social. Donc ça, c'est un premier élément d'explication et c'est un premier élément de barrière et c'est un premier aussi élément de solution qu'on vient mettre sur la table. On a un autre discours qui est lié mais qui est autour de la finance. Avec l'idée, on manque déjà simplement de financement pour financer ces projets bas carbone. On ne manque pas forcément d'épargne disponible à l'échelle planétaire en tout cas, mais elle ne va pas aux bons endroits. Donc il y a une question de redirection de cette épargne. Et pourquoi elle n'y va pas? Alors, notamment parce que les risques perçus ou réels associés au projet bas carbone sont souvent plus élevés que les risques perçus sur les projets plus carbonés, d'où énormément de travaux de recherche sur les instruments de dérisking qui sont associés. Voilà, ça correspondrait, on va dire, au chapitre 15 du dernier rapport du GIEC, qui était le chapitre sur la finance. Mais il y avait aussi un chapitre 13 qui était sur les institutions. Et avec, là encore, toute une analyse souvent nourrie d'analyses ex post des tentatives de mise en œuvre d'un certain nombre de politiques et mesures de réduction d'émissions, sur le fait qu'on a des barrières de type institutionnel, des problèmes de coordination. Donc ça appelle des changements, des réformes dans la gouvernance, coordination, que ce soit entre acteurs, je ne sais pas, autour de la rénovation énergétique du bâtiment, entre le dilemme entre d'un côté le locataire et le propriétaire, ou de coordination entre niveaux de gouvernance, entre la ville, le département, la région, l'État, l'Europe, et chacun ayant une petite partie du levier, et tous ces acteurs n'étant pas forcément coordonnés. Or, c'est cette coordination qui est nécessaire pour mettre en place telle ou telle politique. Mais aussi des questions de manque de capacité, tout ce qui est éducation, formation, etc. Et puis des questions aussi, ça a été un petit peu mentionné, de représentation, plus procédurale. Qu'est-ce qui a le pouvoir dans les décisions, qui est présent ou pas dans les décisions. D'un côté, le pouvoir très fort d'un certain nombre de groupes, au contraire, des voix qui, elles, n'ont pas du tout voix au chapitre. Et donc, ça amène des questions sur à la fois l'équité procédurale, mais aussi sur tout ce qui est les aspects juridiques. Ça, c'est encore un autre paquet. Se développe, et il y a beaucoup de choses qui ont été dites précédemment autour des barrières sociales, la société ou le corps social comme quelque chose qui est qui est compliqué, qui pose problème entre d'un côté les solutions et leur mise en œuvre. Alors il y a des enjeux distributifs.
et donc toute la question de la compensation, mais plus largement des questions d'acceptabilité qui ont été, alors le mot est certainement très mal choisi, mais en tout cas qui ont été largement exposés précédemment. Un discours sur même, finalement, en fait tout ça c'est dans la tête des gens, et c'est le problème il faut résoudre les problèmes dans la tête des gens parce qu'ils manquent d'informations. Donc on va en faire de la formation, on va faire mais il y a même des biais intrinsèques dans la façon dont on est câblé, qui font que on va avoir tendance à ne pas regarder suffisamment loin dans le temps ou être trop à vouloir surconsommer, à vouloir naturellement surconsommer. Donc là, il faut faire appel aux normes sociales pour venir contraindre cette tout ça, c'est national, mais évidemment, il y a on est dans un problème collectif qui demande, pour partie au moins, de la coordination à l'échelle globale. Et ça aussi, ça offre toute une série de problèmes ou de difficultés, parce que d'abord, on n'a pas tous très clairement les mêmes capacités pour réduire les émissions. Donc ça s'appelle du transfert, capacity building, toutes ces questions-là. Et puis clairement, parce que il y a des gagnants, des perdants. Comme il y a des gagnants, des perdants à l'échelle de chaque pays, il y a des gagnants, des perdants à l'échelle globale, des vues différentes sur la question du changement climatique, sur la priorité à adopter, et donc question de comment je construis dans ce monde-là des accords internationaux, des accords internationaux. Si on poursuit encore, je pense que on a aussi derrière des éléments autour spécifiques, peut-être plus spécifiques, autour du risque et de l'incertitude, comme élément de barrière à la mise en œuvre. Le fait qu'on ne sache pas, ça a été rappelé, quel est le bon chemin, et le fait en soi, c'est aussi paralysant si je ne sais pas quelles sont les technologies. Donc il y a des questions de coordination des anticipations pour essayer d'avancer. Le fait aussi que les engagements, y compris les engagements des États, sont pas forcément crédibles, et donc là il y a des efforts aussi qui sont faits pour les rendre un peu plus planification, enfin toute stratégie qu'on voit remonter, les stratégies diverses et variées, les plans pour essayer d'augmenter, disons, la confiance effectivement qu'on peut avoir dans le fait que des instruments, des contraintes ou des instruments vont être mis en œuvre aujourd'hui, mais ensuite poursuivis dans le temps. Il y a un élément aussi autour de la vitesse de l'atténuation elle-même, ça a été aussi dit, parce que on a des stocks de capitaux qui ont une certaine durée de vie et donc une forte inertie, que ce soit par leur nature, parce que j'ai des centrales au charbon ou des centrales au gaz qui produisent de l'électricité, ou par leur localisation. Parce que j'ai des villes qui sont des logements qui sont à certains endroits et qui induisent une certaine demande en énergie et pour le travail. Et puis plus largement, la vitesse à laquelle nous sommes aussi en tant que société cette fois-ci capables et individus capables de changer. C'est pas quelque chose qui est complètement évident, malgré l'argument d'urgence qui nous est rappelé. Le dernier le dernier qu'on a aussi, en tout cas qui est souvent, qui ressort souvent plutôt dans des tribunes ou des éléments, c'est moins un élément scientifique, mais sur le manque de volonté politique. Donc cette fois-ci quelque chose adressé directement aux décideurs eux-mêmes. Question sur l'éducation, les votes, comme façon de justement aider dans ce sens. Et puis des biais systémiques aussi au niveau de la décision, la tragédie des horizons, le fait que finalement tous les systèmes sont construits pour regarder sur le court terme. Et donc là encore, on retombe sur les réformes procédurales. Donc on a un ensemble qui est et tout ça, c'est effectivement, il y a d'immenses travaux de recherche dessus. Ce sont et la question me semble qui sont tout à fait intéressants et essentiels. Mais la question effectivement est là où c'est la question de la priorité. Comment est-ce que j'arrive à mettre des priorités là-dedans? Et là, c'est là où j'arrive plus à des questions qu'à des réponses, mais à la fois pour AICC ou pour le laboratoire dont j'ai l'honneur de m'occuper, c'est vraiment des questions qui n'arrêtent pas de nous... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est compte tenu de l'urgence générale, comment est-ce qu'on priorise nos travaux pour avoir le plus de résultats?
Alors, à l'échelle globale, il y a quand même des éléments. À l'échelle globale, clairement, aujourd'hui, il y a un focus très fort sur les aspects de finance, sur lequel, clairement, la question du financement de la transition est un sujet sur lequel la communauté qui travaille sur la finance s'était assez peu penchée et qui est en train de regarder beaucoup plus, et sur les barrières institutionnelles. Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça fait 2 boîtes sur les 9 qui étaient derrière? Est-ce que ce sont vraiment les bonnes? Je pense qu'un autre élément, et ça, j'encourage tous les gens qui sont ici à le faire, c'est qu'on a quand même de plus en plus de matériaux empiriques. On peut aller regarder des exemples de mise en œuvre à toutes les échelles, que ce soit sectorielles, des échelles globales, des échelles nationales, locales, donc d'efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On peut regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et donc là, je pense qu'il y a, par rapport à, c'est une vraie bascule dans intellectuelle, c'est qu'on a maintenant ce matériau qu'on n'avait pas forcément. Il y a encore 5 ou 10 ans, on faisait beaucoup de prospective, uniquement de la prospective. Cette littérature, du peu que je peux en connaître en tout cas, suggère que ces barrières dépendent, la boîte la plus importante va dépendre des circonstances. D'où ce qui amène ensuite une question de recherche sur l'articulation entre des mesures un petit peu génériques ou globales, par exemple un prix du carbone sur l'ensemble d'un côté, et puis de l'autre des choses plus spécifiques où on va faire sauter telle ou telle barrière, tel ou tel élément de gouvernance, enfin modifier tel ou tel élément de gouvernance ou tel élément de finance, parce que c'est ça qui est vraiment important à tel ou tel projet. Il faut peut-être se méfier aussi de cette métaphore des barrières. Est-ce qu'elle-même, elle n'est pas forcément, elle introduit pas forcément un biais. C'est pas parce que forcément que j'ai déverrouillé une porte que il y a des gens qui vont passer. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose là auquel il faut prêter attention. Il faut prêter attention. Et puis c'est le point qui me permet de faire la transition avec les chemins de développement. Cette décision, elle reste quand même. Toute la discussion, elle reste quand même très centrée sur la question du climat. Et pourtant, il me semble qu'un certain nombre des obstacles qu'on a vus dans les cases précédentes sont en fait sont vraiment liés à des éléments structurels de structure de la société. Et donc transformer ces structures peut aider à enlever ces obstacles. Et puis par ailleurs, là, donc le fait que, encore une fois, le fait est vraiment essentiel que les sociétés en général ont aussi d'autres objectifs que l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un élément, je pense, absolument central. Et qu'il est vraiment important de regarder, et peut-être, et c'est là où on a une petite différence à ce qu'il y avait dit précédemment, pas uniquement sous l'angle des co-bénéfices, mais en inversant presque le mouvement. Alors, l'idée, en fait, qui est derrière ça, c'est qu'effectivement, les chemins de développement, la façon dont on se développe à des échelles globales ou à des échelles sectorielles ou à des échelles locales, structure pour une large part, d'une part, les émissions de gaz à effet de serre et aussi la capacité à les réduire. La spécialisation des pays structure la demande énergétique des firmes, la façon dont l'aménagement du territoire va déterminer la demande pour le logement, pour les transports, d'une large part. Le contrat social et la façon dont il est organisé va rendre plus facile ou plus difficile certaines actions d'atténuation. Par exemple, travailler sur des questions de déforestation, et selon la nature des systèmes sociaux qui sont derrière, c'est plus facile ou plus difficile ça rend la déforestation, donc les émissions associées, plus ou moins importantes. Dans certains cas, les chemins de développement ou la façon dont les structures de développement sont mises en place, ça rend l'atténuation plus difficile. Par exemple, dans un certain nombre de villes, il est de plus en plus difficile de se loger à l'intérieur au centre, au cœur des villes, ce qui est une cause importante de suburbanisation pour les ménages des premiers, les ménages pauvres, ou même simplement à revenus intermédiaires. Si les emplois se déplacent en même temps,
c'est pas un problème. Si au contraire les emplois restent eux plus concentrés, à ce moment-là, ça amène naturellement cette suburbanisation à une demande plus importante pour le transport pour aller à son travail, ce qui est une force qui va à l'encontre de tout effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports. Et le graphe qui est au milieu est tiré d'un article de 2013 dans lequel il y avait donc les courbes vertes et représente le prix réel du carburant sur la période donc qui avait été étudiée, qui était 90-2008, et la courbe rouge, c'est l'augmentation du prix du logement. Et donc on voit que la pression qui était, ce qui était la force la plus, ça illustre le fait que la force la plus importante était effectivement cette force sur le logement, et donc cette force plutôt centrifuge qui poussait les ménages vers l'extérieur et augmentait la demande. Et donc l'idée, c'est alors là représenté de façon très générale, mais c'est qu'effectivement on peut changer ces chemins dans un certain nombre de cas, changer ces chemins, les faire évoluer ces chemins de développement. Donc c'est pas seulement des choses qui se passent, mais c'est des choses sur lesquelles on a le contrôle. On a des exemples, la façon dont les pays, par exemple, ont réagi après le premier choc pétrolier et ont adopté des stratégies complètement différentes. Ça, ce sont des choix de chemin de développement. Aujourd'hui, on voit des pays qui changent leur façon de la façon dont changement structurel en faisant des choix sur les secteurs sur lesquels ils vont les activités économiques principales sur lesquelles ils vont parier à des échelles plus locales. De la même façon, des territoires qui se réinventent. Donc il y a des éléments de ces changements de chemin de développement sont des choses qui sont possibles dans un certain nombre de cas, et le fait de changer ces chemins de développement peut rendre l'atténuation plus, si je la re-regarde sous l'angle du changement climatique, rendre l'atténuation plus facile. Le graphe que vous avez ici, c'était toujours tiré du même article, l'idée de regarder comment, selon, si on suppose que dans un pari futur, on réduit, on arrive à diminuer cette hausse des prix du logement, eh bien, à ce moment-là, le niveau de taxe carbone nécessaire pour obtenir la même réduction des émissions de gaz à effet de serre va être plus faible, puisqu'il sera plus facile à ce moment-là de faire plus facile pour les ménages de se loger de déménager, se loger plus près plus près de leur emploi, avec un effet supplémentaire qui lui n'avait pas été modélisé, mais que ça rend en plus a priori les transports publics ou les modes de transport doux plus coefficaces. Donc il y a ce changement sur le chemin de développement, ici sur l'aménagement, finalement l'aménagement urbain et les politiques du logement, ont un impact sur l'efficacité ensuite, et donc finalement le coût d'abattement, le coût d'atténuation associé à des politiques, des différentes politiques climatiques. Et si je le regarde sous l'angle, cette fois-ci, du débat sur les politiques, c'est le fait que les sociétés ont de nombreux objectifs de développement, qui sont encore une fois pas uniquement la question du climat. On a beaucoup, et le GIEC, la littérature telle qu'elle est résumée et la façon dont elle est résumée dans le GIEC insiste beaucoup, et c'est assez normal, sur les co-bénéfices, donc sur le fait qu'en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, vous avez aussi des impacts positifs potentiels sur, par exemple, la santé, parce que vous réduisez avec la voiture électrique, vous réduisez la pollution dans les villes. Avec les modes de transport doux, vous augmentez aussi vous faites plus de sport, et donc on peut évaluer en tout cas les bénéfices potentiels en termes de santé publique et donc de coûts pour les systèmes de santé qui sont tout à fait significatifs. Ceci étant, c'est un discours qui, en termes d'entraînement, de capacité à entraîner l'action, et pas forcément un discours qui est suffisant. À un moment, on dit finalement, pourquoi est-ce que vous faites ce détour pour travailler sur la santé, et pourquoi est-ce que vous n'allez pas directement payer plus les infirmières ou financer plus les hôpitaux?
Et la question est... Et il me semble donc le fait de travailler sur les chemins de développement me semble avoir aussi l'intérêt de mettre plus d'emphase sur les autres objectifs, même de partir d'eux. Finalement, si votre objectif, c'est le logement, eh ben, ça peut rester le logement. Et peut-être que le logement durable, le logement, pardon, abordable et de qualité, pas trop loin de votre travail, en tant qu'objectif, si vous continuez à le poursuivre, ben, peut-être qu'il peut y avoir un co-bénéfice climat dans l'autre sens. Je pense que c'est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui la réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas le numéro 1 dans l'agenda et dans l'ordre des priorités. Il reste... Bon. Okay. Alors, c'est sympathique de dire c'est bien, il faut élargir et il faut regarder les choses sur les changements de chemin de développement, mais c'est surtout à ce niveau très général, c'est aussi quelque chose qui demande à être, enfin, qui pose des questions. D'abord, élargir, ça veut dire que je mets encore plus de gens autour d'une table, je mets plus de questions. Je parle à la fois de logement et de logement, de transport et de climat. Je parle d'aménagement du territoire et de climat. Je parle de fiscalité, de l'ensemble de la fiscalité et de climat, et pas juste de la fiscalité carbone. Donc c'est plus compliqué. En même temps, est-ce que ça n'offre pas aussi plus d'opportunités et de compromis? Je pense qu'il n'y a pas de réponse générale à une question comme ça, qu'il faut regarder au cas par cas. Le deuxième enjeu, c'est que ça veut dire aussi qu'on va au-delà des instruments, je veux dire, traditionnels des politiques climatiques, donc des instruments qui vont être dont on a déjà parlé ici. Ça, c'est quelque chose qui est aussi comment est-ce que, c'est-à-dire que là encore, on élargit on élargit le débat. Ça veut dire aussi qu'on fait parler des gens qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble. Les gens qui travaillent sur le bâtiment, qui travaillent sur l'aménagement du territoire, sur Chaustré, et les gens qui travaillent sur le climat. Troisième point important, je pense que ça prend du temps, typiquement. Alors, c'est pas vrai uniquement pour les changements de trajectoire de développement, c'est vrai pour d'autres choses qui étaient dans mon tableau précédemment, pour l'innovation par exemple, etc. Ce sont des politiques et mesures qui prennent du temps pour porter leurs fruits et qui ne vont pas porter leurs fruits directement en termes de réduction d'émissions. Elles vont porter leurs fruits en termes de rendre plus facile le fait de réduire les émissions demain, faire baisser les coûts de réduction d'émissions. Ça, c'est pas complètement anodin parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup mesurer les progrès que l'on fait uniquement à l'aune du baromètre des émissions. Alors évidemment, c'est normal parce qu'on a besoin de réduire les émissions, de les réduire vite. Donc il faut qu'on sache où on. Néanmoins, il y a plein de choses invisibles là qui sont peut-être extrêmement importantes, voire plus importantes que de la réduction des émissions immédiates. Mais comment est-ce qu'on le comptabilise? Comment est-ce qu'on sait que cet invisible, il a quand même, il était dans le bon sens et pas dans le mauvais? Là, il y a un vrai sujet aussi, je pense, un vrai sujet de recherche. Pour terminer, donc. Il me semble, j'ai essayé en fait là quelque part de mettre ensemble une interrogation sur les barrières et aussi je pense quelque chose qui me semble important, cet élément de regarder les chemins de développement de façon plus large. Ça me semble ça me semble quelque chose de mettre les choses ensemble me semble critique. Le fait d'ajouter cette dimension de changement de chemin de développement, shifting development pathways, aux réponses, à l'ensemble des réponses par rapport aux problèmes climatiques, déjà ça met vraiment un coup de projecteur sur les dimensions de système. L'importance de travailler sur le contrat social, sur l'ensemble de la fiscalité, l'aménagement du territoire, peut-être l'organisation du temps, et à des échelles nationales ou des échelles locales ou sectorielles, mais en tout cas sur les éléments systémiques. Donc ça me semble, et pas voir chaque barrière comme une petite mesure qui va lever un petit coin. La deuxième chose, c'est que donc ça je l'ai déjà dit, ça aussi, ça met aussi un coup de projecteur sur les questions de temps. Et donc la question qu'il est important, je pense, aussi de pas juste se regarder, malgré l'urgence,
les efforts tout de suite, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse les rendre durables, ces efforts, au cours du temps, et qu'on puisse encore accélérer. Si on regarde les courbes que vous avez vues, que j'avais au tout début, on réduit les émissions et on continue à les réduire pendant encore deux ou trois décennies. Donc, il faut non seulement commencer, ce qui est l'effort aujourd'hui, mais il faut aussi pouvoir durer. Et pour pouvoir durer, ça veut dire avoir préparé certainement les choses en amont, sachant que, a priori, ce sont les gisements, les options de réduction des émissions les plus chères, les plus difficiles à faire, qu'on va laisser pour la suite. Donc, celles sur lesquelles probablement plus de préparation est nécessaire. Et puis, on l'a dit, je pense que regarder les choses sous l'angle des chemins de développement offre aussi une façon, il me semble, de décaler un petit peu la conversation et de partir vraiment des objectifs, d'autres objectifs que une fois que j'ai dit tout ça, et ce sera mon dernier transparent, ça ouvre, je pense, plus de questions que des questions de recherche. Je pense qu'il y a il y a des travaux de recherche beaucoup de travaux de recherche à être conduits autour justement des différentes façons dont on peut incarner ces changements de chemin, ces changements, ces altérations dans les chemins de développement. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans le débat public, la sobriété, changement structurel, des transformations majeures dans le secteur agricole, les transformations. Comment est-ce qu'ensuite on organise tout ça, on articule tout ça, c'est un enjeu. Et comment on articule ça avec voilà. Et comment aussi on reconnaît les endroits où je vous ai présenté un exemple dans lequel il y avait un potentiel de synergie entre atténuation et autres objectifs sociaux, ici le logement. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Sous quelles conditions? Enfin, c'est pas du tout une évidence. Comment on articule ces politiques pour changer les chemins de développement avec tout ce qui a été dit précédemment? Donc là, il y a une question de priorité à nouveau, de priorité. Et puis peut-être, je pense, le dernier point aussi, et l'association est interdisciplinaire, je pense que ça c'est important, c'est qu'effectivement, on a en tout cas ce type de recherche, que ce soit sur les barrières, mais encore plus largement si on est sur les chemins de développement, sont des choses qui nécessitent un travail interdisciplinaire et qui n'est pas évident, mais qui me semble absolument indispensable. Merci beaucoup. So thank you very much. We have time for a few questions. Yes, so you saw me before, Edwin Zakai. Thank you. It was c'était très intéressant en particulier le tableau, je trouve, est vraiment très très utile. Merci pour ça. Sur la question d'éco-bénéfices, bon, je pense que vous avez raison. En fait, ce sont des outils pour des politiques, mais c'est vrai que à l'examen, ça ne marche pas nécessairement très bien, et vous avez donné des idées pour creuser ça. Alors j'ai deux éléments. L'un, c'est plutôt un recoupement avec ce que vous avez dit sur les logements et la question de l'énergie. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu cette crise des subprimes en 2008, et il y a des travaux qui ont montré que ça a commencé où? Ça a commencé dans les banlieues loin des villes, où des gens avaient des coûts de voitures, d'automobiles très élevés, qui ont augmenté fortement parce qu'en fait le pétrole avait augmenté de prix, et on a pu montrer qu'en fait c'était là qu'il y avait eu des problèmes de remboursement des logements par des personnes qui n'étaient pas très riches et qui étaient endettées, et c'était un des débuts de la crise des subprimes. Donc c'est juste un élément qui va tout à fait dans votre sens. Alors j'ai une question qui est peut-être pas simple, mais aujourd'hui l'urgence, c'est aussi l'urgence de l'adaptation. Lorsqu'on parle d'action pour le changement climatique, ce n'est plus seulement la mitigation. Et donc j'aurais voulu savoir si il y a des travaux de ce type qu'on pourrait imaginer sur des convergences de chemins de développement liés à l'adaptation. Bon, vous n'allez pas pouvoir répondre de façon élaborée parce que c'est très long, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces liens nécessaires entre adaptation et mitigation?
Alors, merci beaucoup pour l'exemple sur la crise des subprimes. Sur les questions d'adaptation. Alors là, d'abord, ce que j'ai présenté, je prétendrai absolument pas dire que ça s'applique aussi à ce qui est aux barrières, aux mesures d'adaptation, même s'il y a des réflexions similaires qui sont conduites par les collègues qui travaillent dessus. Je suis pas assez spécialiste. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, lorsqu'on commence à regarder les choses sous l'angle des chemins de développement, alors là encore, et en particulier aux échelles territoriales, la séparation entre les deux est quand même il est plus naturel à ce moment-là de prendre en compte les deux, atténuation et adaptation. Lorsque des pays se posent la question, de savoir quel est leur avenir, finalement. Si je sors du pétrole et que je veux aller dans d'autres directions, quels sont les secteurs dans lesquels j'investis? Là, il y a une réflexion qui va aussi dépendre du climat futur à l'échelle territoriale de la même façon. Les débats s'engagent en général en liant les deux. Donc, il me semble qu'il y a une fenêtre, que ça offre des possibilités aussi de regarder les deux. Encore une fois, c'est à instruire vraiment. Dernier point peut-être, le groupe 2 du GIEC a lui aussi beaucoup insisté. Alors, ils parlaient pas de shifting development pathways, ils parlaient de climate resilient development pathways, mais ils ont beaucoup insisté aussi sur finalement les chemins de développement comme des déterminants structurels de la capacité à s'adapter ou pas. Et donc, ils ont une réflexion similaire à celle qui a été conduite dans le groupe 3. Donc il y a de ce point de vue des recouvrements, mais qui restent, je pense, encore à faire en termes de recherche, gens qui se parlent. Bonjour, Youssef Yacoubi, doctorant de première année au Beta Strasbourg. Merci pour votre présentation. Vous parlez d'une des solutions qui serait de favoriser l'accès au logement proche des zones d'emploi. Qu'est-ce que vous pensez du fait que une densification urbaine des entreprises et des logements dans un même endroit pourrait faire que dans la région, on aurait beaucoup moins de pollution par rapport à une politique d'étendue urbaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger pour cette population d'être soumis et exposé à une pollution plus forte sur une densité beaucoup plus... sur une superficie beaucoup plus faible et donc une densité de pollution plus forte? Et est-ce que vous avez vu quelque chose dans la littérature entre les différences entre étendue et densification urbaine sur ces impacts environnementaux? Merci. Merci. Alors, je suis pas spécialiste du sujet, mais je pense que ça rejoint ce qui a été dit, la question qui était posée précédemment, aussi sur la question de l'adaptation. Il y a effectivement une tendance dans la littérature à considérer que compact is beautiful. La ville compacte c'est bien parce que de fait, les distances parcourues sont moindres, la demande en transport est moindre, il est plus facile de rendre les transports en commun, mais avec des enjeux de pollution que vous mentionnez, des enjeux aussi des enjeux aussi en termes de capacité à résister, par exemple, à des îlots de chaleur avec une ville. Et donc, alors, je comprends, mais là, c'est là où je suis en limite de qu'il y a des débats au sein des spécialistes sur les questions humaines, sur vraiment les bonnes formes urbaines ou c'est quoi un modèle de forme urbaine compacte dans lequel malgré tout j'arrive à limiter les effets de pollution, limiter les effets d'îlots de chaleur. Donc ça pose des questions sur les trams bleues, trams vertes, les aménités environnementales qui sont à l'intérieur, les parcs, etc. La place de l'arbre en ville, toute une série d'éléments là-dessus. Voilà, je pense que ça renvoie. C'est à ma connaissance, ce sont des débats qui sont actuels, des fronts de recherche actuels entre justement adaptation, atténuation. Je peux vous pointer sur les bonnes personnes. De toute façon, je ne saurais pas en dire plus sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Peut-être des gens plus spécialistes que moi dans la salle. François? Oui, merci pour cette présentation. Simplement une remarque sur ce que vous avez dit sur le fait d'utiliser les émissions comme étant le seul et unique critère de progrès dans l'atténuation. Il me semble que pour les économies en développement, c'est une catastrophe, évidemment. Et en fait, dans les prévisions ou les plans qui ont été dressés au moment de
prendre des engagements dans le cadre des accords de Paris, la référence n'est pas le passé, la référence c'est ce qu'aurait été le chemin, les émissions le long d'un chemin de croissance avec les anciennes technologies. Je crois que c'est très très important d'avoir ça en tête. Merci. Alors, je partage complètement ce point-là. Ce qui est pas évident, par contre, c'est que ça reste quand même. Enfin, c'est quoi le ou les indicateurs alternatifs? Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet de recherche. Là encore, à l'agenda de recherche. Comment est-ce qu'on essaye de mettre en de représenter de façon en plus large, facile à comprendre et qui s'applique à peu près tout, des efforts, enfin matérialiser, faire rendre visibles des efforts qui ne sont pas des efforts qui se traduisent tout de suite par des émissions, mais qui font quand même qui rendent qui rendent la réduction d'émissions plus facile, qui vont dans le bon sens, on va dire ça comme ça. Même la figure. Enfin, pour dire même la figure que j'ai donnée précédemment sur le tout début, qui était la figure où il y avait les différentes technologies, les options de réduction d'émissions. Bah, finalement, on aurait bien aimé mettre. Il y a eu un moment des discussions pour dire bon, c'est tout au départ là. Celle-ci, toc, voilà. Ça ne représente là encore que le potentiel de réduction d'émissions à un moment donné de la mesure. Ça dit rien sur qu'est-ce qu'elle fait sur le reste, sur l'inertie, le temps qu'elle prend. Enfin, il y aurait d'autres indicateurs qu'on pourrait utiliser. Et on n'a pas été capable au sein même des auteurs du GIEC de trouver finalement un autre indicateur. On est revenu à ce truc très classique qui existe depuis, qu'on a dans tous les rapports du GIEC depuis le premier, sur le coût le potentiel de réduction. Voilà. Donc là, je suis vraiment désolé de ne pas avoir de réponse là-dessus, mais je pense vraiment que c'est un enjeu important parce que non seulement on peut occulter des choses, voire même faire des fautes. En allant trop vite et en voulant trop vite sur la réduction immédiate des émissions, s'engager dans des voies qui sont en fait des lock-in dans lesquels oui on a réduit un petit peu tout de suite. Par contre, on rend très très difficile de se rendre demain. Si je passe pas au gaz par exemple dans un centre de pays, oui c'est bien, mais sauf que le jour où je dois passer à net zéro, une fois que j'ai mes centrales au gaz construites, je vais avoir du mal à repartir en arrière.